Aujourd'hui, dans Chronique d'en haut, le bois est partout. Omniprésent dans l'architecture et l'artisanat, il est LE matériau incontournable. On le croyait disparu, laissé pour compte au profit de matières plus technologiques. Et bien voilà que le bois nous revient en force et se pare même d'une modernité surprenante. Plus écolo, plus durable, parfois moins cher, le bois fait son grand comeback. Bah là, regarde, tu vas pouvoir faire ton marché, là. Ah ben là, c'est tout prêt. Oubliez les constructions rustiques et précaires d'autrefois. Le bois se refait une jeunesse dans nos chalets traditionnels montagnards. Et si vous pensiez que le retour aux sources était synonyme de manque de confort et d'esthétisme, détrompez-vous. On ne peut pas avoir une maison comme celle-ci si on n'est pas passionné, si on n'a pas envie de mettre la main à la pâte et si on ne sait pas à peu près tout faire. Mais quelle mouche a piqué la nouvelle génération de fabricants de skis? Après avoir été oubliés, voilà que les skis en bois made in France surfent sur l'air du temps et sur les pistes. Waouh! Première poudreuse de l'année. Voilà. Eh ben écoute, super. Les grumiers parcourent les routes sinueuses et périlleuses des montagnes alpines. Rendez-vous avec ces transporteurs exceptionnels de bois, véritables as du volant. Embarquement pour un voyage au cœur des forêts qui va vous montrer de quel bois on se chauffe. Terrain de jeu aux limites infinies, la montagne représente pour nombre d'entre nous le paradis de la glisse, le plaisir d'aller taquiner de la spatule les pentes enneigées. Perché sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Maurienne, un atelier atypique a vu le jour. C'est dans ce cadre idyllique que Romain fabrique à la main des skis tout en bois. Pour découvrir ses créations, la plus belle des solutions, c'est de chausser des skis de rando. Ceux de Romain, évidemment, prêtés à Laurent pour l'occasion. Et quand on se dit que c'est là que tu travailles, eh ben t'as bien de la chance. Ça donne envie de venir travailler avec moi peut-être. Ouais, c'est clair. En s'installant ici il y a 2 ans, dans la plus haute maison du village, Romain n'a pas fait le choix de la facilité. Un ski, c'est quelque chose de très technique et j'ai du mal à imaginer que tu puisses faire des skis haut de gamme, donc très performants, puisque c'est ce que tu m'as expliqué en montant, toi-même à la maison. Eh ben, ça prend du temps. Il faut faire des erreurs au début, voilà. Ouais. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de bêtises. C'est sûr qu'il faut quand même étudier un petit peu les matériaux au début. Hein. Il faut pas mettre n'importe quoi, mais voilà. Après, ce qui est dur aussi, c'est aussi la finition dans l'histoire. Donc tu fais tout, même et surtout la finition. Hein. Finition marqueterie qui est toujours différente. Alors découvrons les talents de Romain et quelques-uns de ses secrets de fabrication. C'était une vieille grange? Oui, très vieille grange classique de Jarrier. Quand l'art et la passion se côtoient, le bois devient une palette de couleurs. Le ski, une œuvre, et Romain, un artiste de la glisse. Mais commençons par l'essentiel, l'âme du ski. Ça, c'est le noyau. C'est ce qui fait toute l'âme du ski, ouais. Voilà. Et c'est quoi comme essence? Alors là, c'est 100% frêne. Alors pourquoi tu choisis du frêne? Qu'est-ce qu'il a comme particularité, ce bois? Pourquoi on faisait les manches de hache en frêne? Parce que solide. C'est solide, ça a du rebond, c'est pas cassant. Donc tu veux des skis nerveux avec du rebond, tu prends du frêne. On peut utiliser frêne, chaîne pour les nerveux, il y a du et pour les mous, pin, qui plus tranquille. Pour les mous, pour les mous, on va mettre des bois plus tranquilles, peut-être comme du peuplier, puis utiliser de la fibre qui est assez tranquille aussi. Hein. Donc ça c'est l'âme, ouais. le cœur du ski. Voilà. Et l'étape d'après? Et ben, l'étape d'après, en fait, on va prendre cette planche-là et on va la profiler. Et donc, si on prend n'importe quel ski, là, on voit bien qu'il est, il est toujours plus épais au milieu qu'au bout. Voilà. Alors, place aux travaux pratiques. Grâce à sa défonceuse, Romain évide le noyau en bois pour lui donner son profil définitif. Et pour moi qui adore skier, c'est presque émouvant de voir naître sous mes yeux une future paire de skis. Non mais c'est vachement précis comme travail. Pardon. Je dis c'est vachement précis là parce que tu vas au millimètre près évidemment. Ah même un peu plus précis que ça encore. Ah oui encore, d'accord. Et donc tu fais en sorte que ça soit plus épais là où ça doit être stable. C'est ça. Au niveau de la fixation, ici ça va en général entre 8 et 12 mm. Et puis au bout, disons, entre 1,5 et 3 suivant le ski. Alors une fois que tu as ton profilé, ensuite il faut le décorer. Et ça c'est quelque chose que tu adores particulièrement. Hein. Ah, c'est oui. là où tu mets ton talent en œuvre. C'est ça. La marqueterie est un travail de finesse et de précision. En utilisant des feuilles de bois d'essence différentes, Romain va jouer sur les tons et le veinage du bois pour composer ses illustrations. Là, je suis en train de faire une petite montagne avec des névés. Ouais. Voilà. Ça c'est le névé. Ça, c'est le névé, ouais. Vraiment de la forme qu'on veut pour que ça rende le dessin derrière. Le névé, évidemment, je mets de l'érable sycomore, ça fait une teinte très blanche. En fait, ça ressort très blanc.
assez marron. Et ce dessin, c'est le client qui te le fournit? Souvent, il me fournit l'idée. Il me dit « Ah, j'aimerais bien un bouquetin, ou j'aimerais bien, je sais pas, faire une chaise, ou je sais pas quoi. » Une chaise. Et Donc chaque paire de skis que tu fabriques est unique, absolument unique. absolument unique, ouais. Voilà. Et là, quand on retourne, ici je l'ai collé, et ben on a grosso modo le dessin d'une montagne. Tac. Voilà. Qui est là inversé en fait. Voilà. Avec les matériaux que tu utilises, est-ce qu'on peut parler de ski bio, entre guillemets? Oui et non, on peut parler de ski raisonné. Donc il y a un effort qui est fait sur les matériaux. Le principal chose qui n'est pas bio dans les skis, c'est la résine époxy. Ils sont raisonnés parce qu'on essaie de les faire durer longtemps et parce qu'on limite le nombre de matériaux nocifs, mais on ne peut pas parler de 100% bio. Une semaine, c'est le temps nécessaire à Romain pour fabriquer une paire de skis complète. Et pour vous offrir ces skis personnalisés, il vous faudra quand même débourser un peu plus de 1 000 €. Tu arrives quand même à bosser dans l'atelier alors qu'on est bien sur ton banc face au paysage, là. C'est difficile des fois, j'attends qu'il fasse mauvais. Tu m'étonnes. Alors comment tu as appris ce métier? Parce que j'ai l'impression quand même que c'est pas donné à tout le monde. J'ai commencé, j'en ai fait une comme ça en me renseignant un petit peu avec des amis sur internet. Et puis elle n'était pas très jolie, mais elle skiait bien. Alors j'ai continué. Tu veux dire que tu n'as pas de formation initiale de menuisier? Pas du tout, non. Du tout? Non. Mais tu faisais quoi avant? J'étais pilote d'avion avant. Ah bah ouais, c'est pas pareil, ouais. Et quand même aussi moniteur de ski. Ça m'en rapproche beaucoup, j'ai aussi pu bien les tester avec cette activité-là que j'ai arrêtée maintenant. Voilà donc pour la fabrication, le moment est venu pour moi de les essayer. Waouh! Première poudreuse de l'année. Voilà. Eh ben écoute, super. Il y a une espèce de légèreté. Et puis la neige est légère aussi. Bref, c'était génial. Génial, tu Donc, t'es senti flotter alors. Exactement. Super. Validé. Et en plus, ils sont beaux. À plus, hein. Blotti au pied des Aiguilles Rouges, Valorcine égrène ses hameaux le long des pentes féeriques de la vallée de l'Ours. Situé à 15 km à l'est de Chamonix, il est le dernier village savoyard avant la frontière suisse. À 2 pas des forêts enneigées, Daniel et Denise œuvrent avec passion bien au chaud dans leurs ateliers respectifs qui fleurent bon l'odeur du pain. À chacun son univers, elle dans les souvenirs imaginaires, lui dans l'authentique, avec pour point commun le bois. Salut Denise, tu voulais que je t'amène une pomme de pain? Bah tu vois, avec tout ce que j'ai là. Oui, Tiens. alors c'est pas une pomme de pin, c'est une povote ici. C'est quoi une pavote? C'est le nom patois des pommes de pin. D'accord, mais il y a Ou des quelqu'un qui pouvols. appelle ça une pomme de pain dans ce pays ou pas? Non. Ouais, les touristes. Voilà. Voiture. Elle est un peu minable, enfin bon. Elle est pas terrible, la pavote. Je Pourtant, peux elle vient de loin, parce qu'avec toute la neige, j'ai eu du mal à la trouver. Hein. Véritable caverne d'Ali Baba savoyarde, dans l'atelier des Povotes, on trouve de tout et pour tous les goûts. Tableaux, chouettes et figurines en tout genre. Mais tu vas en faire quelque chose? Oui, oui, moi je vais la faire sécher. Puis après, tu vois, t'en fais des animaux, des choses comme ça, par exemple un lapin, voilà. Tu peux faire. Ah, c'est à base de... C'est toujours à base de povote, voilà. Voilà 30 ans que Denise glane dans la forêt sa matière première. Mais avant de l'accompagner, une petite révision des ingrédients s'impose. Alors ça, je sais ce que c'est. C'est un gland. Voilà. Je connais. Oui, J'en ai 5 là, qui sont en train de tenir les caméras et tout. Dans l'atelier de Denise, à l'imaginaire fleurissant, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça, c'est une toute petite pomme de pain. Disons que c'est des strobiles, c'est des bourgeons d'aulne. Et ça, t'en trouves dans la forêt au-dessus de Valorcine. Ah oui, ça c'est local. Hein, ça va me servir à faire le corps des papillons qui sont dessous, là, voilà, sous la plume. D'accord. Donc, c'est Avec une fleur de chardon, je me trompe? un cœur d'un chardon, oui, Ah, bien. c'est juste. Et les antennes, c'est des queues de cerise. Voilà. Est-ce que tu arrives à vivre de ton artisanat? En vive, non, mais je me fais super plaisir, bien sûr. Direction le magasin de Denise, Bon, on va gratuit partir, et en libre service, en forêt, la là. forêt qui nous tend ses branches. Je vais prendre mon panier, le sécateur surtout, parce que c'est important. Tu crois qu'avec la neige, on va trouver quelque chose? Oui, on va trouver des lichens, on va trouver des branches de sapin. Dans la quiétude de l'hiver, nous partons donc faire nos emplettes, un geste devenu au fil des années une sorte de rituel pour Denise. Il y a une passion pour la forêt, pour la nature. Moi, je suis née dans les copeaux, alors avec un père artisan. Ton père était artisan aussi. Ouais. Et donc toujours près de la forêt. Donc c'était mon coin de jeu, quoi, finalement. Donc pas la peine d'aller à l'autre bout du monde pour faire travailler son imaginaire.
Bah là, regarde, tu vas pouvoir faire ton marché, là. Ah ben là, c'est tout près. On dirait un sapin de Noël, mais avec de la vraie neige. Les poètes, là, je les vois... Tu les vois finis, déjà. Ouais, ça peut être un animal, ça peut être un personnage. Et toi, c'est ton métier, en fait, parce que ce sont des tout petits objets que tu fais avec des toutes petites choses que tu Si on récupères. n'observe pas la forêt, moi, j'aurais pas d'idée. Hein. Mes idées, elles sont dans la forêt, de toute façon. Alors, tout à l'heure, tu as critiqué ma pavotte, mais celle-là, elle n'est pas plus belle. Hein. Non, mais ça fait rien, on va s'en servir pour autre chose. Ah oui, alors quand c'est pas moi qui l'amène, tu la ramasses quand même. Non, mais je vais m'en servir, tu verras. Tel un cérémonial, nous plongeons au cœur du bois avec un profond respect pour cette nature qui s'offre à nous. Il faut savoir cueillir intelligemment aussi. Et puis en prendre peu à la fois, parce que ça sert à rien de stocker. Seulement ce dont tu as besoin. Ça peut t'intéresser, ça. Je prends tout avec la branche. Hein. Voilà, et comme t'es grand, c'est bien. En fait, toi, ce qui t'intéresse dans la forêt, c'est absolument tout. Le bois, mais aussi les produits comme les champignons, enfin les produits de la forêt qu'on trouve dans la forêt. Les champignons qui passent, qui poussent sur les arbres, d'ailleurs, j'en fais des maisons. C'est le panier bien rempli et encore sous l'emprise poétique et imaginaire de cette forêt que nous reprenons le chemin du hameau. Bon, c'est là chez ton mari? Oui, là, on va aller voir Daniel. On voit qu'il aime le bois. Hein. Salut Daniel. Salut. Opinel à la main, Daniel est un véritable orfèvre du bois, un virtuose de la sculpture et certainement l'un des derniers gardiens de la véritable tradition savoyarde. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, sa spécialité, ce sont les moules à beurre. En fait, ça fait des jolis dessins. On met le beurre dedans et quand il durcit, quand on le retourne... Dès qu'il est moulé, on ouvre le moule. Voilà. Ah, ça s'ouvre comme ça, on ne le retourne pas comme une crêpe. Non, celui-là, le plat qui sort. D'accord, et il y a un dessin dessus. T'as le dessin qui est là. C'est traditionnel, c'était dans toutes les maisons. Avec un dessin particulier. En général, chaque famille avait son dessin. Il suffit de regarder les nombreux objets qui remplissent son atelier pour comprendre que Daniel a de l'or dans les doigts et aussi beaucoup de patience. Ça, c'est une pièce compliquée à faire. Ah bah oui, oui, parce que même les charnières sont en bois. C'est tout en bois. C'est tout pris dans la masse. Il y en a des heures de travail aussi hein, pour la décoration. Les heures, ça faut pas s'amuser à les compter. Non, ça c'est un... Daniel tient à m'apprendre le geste séculaire de la sculpture d'une rosace. Alors armé du compas, je me lance, petit retour en enfance. Et une fois que tu as fait ça, tu fais quoi alors? Ben maintenant, tu as tes points pour refaire... Ah oui. Et voilà. Attends, moi j'ai pas mes yeux donc je les vois pas. Ah. Heureusement, Daniel, lui, a ses lunettes. Ici, tout est calcul et précision. Et dis-moi, Denise m'a dit qu'elle venait un peu regarder ton travail de temps en temps là pour le critiquer, m'a-t-elle dit. Elle peut, de toute façon, j'en tiens pas compte. Tu fais ce que t'aimes, quoi. Moi, je fais ce que j'aime, je m'occupe pas de ce qu'elle fait. Ouais. Bon, je donne mon avis, mais c'est tout. Oui, c'est pour ça que vous avez deux ateliers séparés, Exactement. comme ça vous êtes tranquille. Comme ça, on s'engueule pas. Ah, Daniel n'a pas l'air commode quand il s'agit de ses sculptures. Alors une fois la rosace dessinée, et après une petite démonstration du maître, vous allez assister à un moment rare à la télé, me voir bricoler. Maintenant, toi. Non mais c'est vrai, c'est agréable le bois à travailler. Oui, c'est une matière vivante. Qui est noble, oui. C'est quand même pas top. Et ça n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de prendre des cours de sculpture, cela mérite bien quelques efforts. Alors déjà, je voudrais pas me couper. Faut voir. Surtout que louper la fameuse rosace, ici même en Haute-Savoie, sous le regard inquisiteur de Daniel, serait un sacrilège. Bon, alors, celle-ci, tu vas pas la vendre. Non. Je vais peut-être la garder pour Si m'entraîner tu veux, un je te peu. donne, oui. Comment tiens, si tu veux, je te la donne. Ah oui, tu peux la prendre, oui. Il n'empêche que c'est ma première rosace. Il faut un début à tout, hein. Si le bois est devenu un incontournable, c'est grâce à tous ceux qui œuvrent dans la forêt pour fournir aux artisans et à l'industrie cette matière première. Parmi eux, les grumiers ont un rôle crucial. As du volant, ils parcourent les routes escarpées de la montagne pour redescendre dans la vallée leur billes de bois de plusieurs tonnes. Embarquement immédiat dans l'un de ces camions hors normes. 6 h du matin, au volant de son super poids lourd, Fabien part à vide en direction de la première pile de bois de la journée. Au fin fond de la montagne, 40 tonnes attendent d'être chargées, un travail pas toujours facile. Les pistes forestières sont raides, elles sont étroites, elles sont très sinueuses. Après, on est vachement tributaire de la météo, par rapport à la neige, au verglas. Enfin, on dépend de pas mal de facteurs qui se déroulent vraiment qu'en montagne.
Devant lui, une quarantaine d'arbres coupés appelés des grumes gisent au sol tels des mykados géants enchevêtrés. Fabien va devoir les ordonner à la perfection sur sa remorque. Première précaution, bien se positionner. Et ben là, je me mets parallèle à la pile de bois. Je me place correctement devant la pile pour être sûr de pouvoir attraper tous les bois que je veux. Car un mauvais alignement pourrait rendre délicat le chargement et lui faire perdre de précieuses minutes. Allez, je vais charger à peu près une vingtaine de troncs pour à peu près une bonne vingtaine de tonnes. D'autant que 2 rotations seront nécessaires pour tout enlever et expédier la cargaison en Italie avant midi. Particulièrement ingénieux, les engins des grumiers sont équipés d'une remorque extensible qui s'adapte à la longueur des grumes. Fabien peut ainsi transporter des arbres de 20 mètres et aujourd'hui, il enlève des bois déracinés suite à la maladie. On appelle des bois chablis tous les bois qui sont morts. Et c'est des bois qu'il faut vite évacuer de la forêt pour pas qu'ils contaminent les autres bois verts. Chaque tronc pèse pas moins d'1 tonne et toute fausse manœuvre est interdite au risque de se blesser ou de casser du matériel. Une opération qui peut sembler facile, mais Fabien a le métier dans le sang. Je suis monté sur une grue depuis tout jeune, j'étais toujours sur les genoux du papa par la droite à gauche. J'y ai tellement regardé faire quand j'étais gosse, même en regardant faire, on apprend à y faire quoi. Avec une dextérité époustouflante et en moins de 30 minutes, tout le bois est empilé. Mais le plus délicat reste à venir, prendre la route en direction de la vallée. Les troncs sont sanglés et ajustés à la bonne longueur. Je vais couper 1 mètre là au bois là parce que il n'est pas du bon côté, il est côté route. Et si en bas dans le village il y a une voiture qui est mal garée, ça risque de toucher. Comme beaucoup de grumiers, Fabien est aussi exploitant forestier. Il achète les arbres sur pied. Et une fois en route, pas question de prendre le risque d'abîmer sa précieuse marchandise de plusieurs dizaines de milliers d'euros. 50 tonnes et 22 mètres de long dévalent ainsi la route. Premier obstacle du parcours, un camion de livraison qui bloque l'entrée du village. Classique somme toute. Ouais, là ça va être la meilleure. Ça va pas passer même. Avec un convoi exceptionnel de plus de 50 tonnes, il est souvent difficile de traverser les villages. Chaussées encombrées, rues étroites, mais pour cette fois-ci, Fabien s'en sortira bien. C'est sans compter sur le 2e obstacle de la journée. 3 épingles consécutives, impossible à passer avec un poids lourd ordinaire. Son véhicule est heureusement spécialement conçu pour ce type de route. Dans une épingle qui est très serrée, je peux m'aider de la direction de la remorque, c'est-à-dire qu'avec une petite télécommande, je fais tourner les roues de la remorque. Ne quittant pas ses rétroviseurs du regard, Fabien parvient à passer ce premier virage en une seule fois. Grâce à son expérience et aux roues orientables de sa remorque, aucune courbe ne lui résiste. La suite du parcours n'est donc plus qu'une formalité. Les grumiers, experts des convois exceptionnels, sont devenus comme le bois qu'ils transportent, incontournables. Perdus dans l'immensité blanche des forêts d'épicéas, se cachent des trésors de l'architecture alpine, des bijoux hérités des pratiques ancestrales montagnardes, les chalets d'alpage. Philippe, amoureux inconditionnel du bois, a eu un coup de foudre pour la ferme des Venaisins qu'il a transformée d'une main de maître. Dans le décor de rêve de la chaîne des Aravis, juste au-dessus de la ville de Thônes, visite cosy de ce splendide chalet, l'un des plus vieux de Haute-Savoie, véritable hymne à la matière noble qu'est le bois. Alors voilà l'endroit de tes rêves. Et oui, l'endroit de mes rêves, l'endroit de la montagne qui m'héberge depuis maintenant presque une trentaine d'années. Alors ce qui est frappant ici d'ailleurs, dans toute la Haute-Savoie, mais particulièrement dans ton chalet, c'est le rôle du bois. Il est fait en bois, c'est du bois ancien qui a une histoire. Du bois ancien, du bois qui est 17e, 18e siècle d'époque. Et tu remarques que les palines, les murs, les chenaux, le toit, les tuiles, les cheminées, tout est en bois. Vous l'aurez compris, à la ferme des Venaisins, pas de compromis. Ici, le bois règne en maître. Avec cette lumière là et la neige, c'est superbe. Hein. Ah, la lumière de Noël, c'est une merveille. Anne, je t'en prie. Magnifique. Petite visite guidée qui nous rappelle qu'à l'époque, on n'était pas bien grand. Maison d'estive, maison du 17e, des Savoyards qui étaient tout petits d'origine. Donc des maisons où les plafonds sont très bas, ce qui a double bénéfice pour la chaleur, déjà pour le chauffage. Ouais. Et puis en même temps, c'est très chaleureux, on s'y sent bien et c'est vraiment excessivement agréable. Et ça se voit aussi dans les portes. Hein. Ça se voit dans les portes, tu vois les chouers qui sont d'une taille vraiment restreinte. Et ce mur-là, il est tout en bois et il est d'origine. Il est d'origine, oui.
Les plus anciennes poutres sont de 1632. Le chalet a été remodelé entre 1700 et 1787 pour prendre sa forme actuelle. Et c'était donc un chalet d'alpage. Chaleureux, réconfortant et esthétique, le bois participe à donner une véritable âme au chalet. Pas un seul centimètre carré n'échappe à la règle. Même la cheminée principale du fumoir, appelée la bourne en Haute-Savoie, est entièrement construite en bois. Il y a qu'une c'est du partie. bois, hein. C'est intégralement du bois. Et ça brûle pas. Tout ce que tu vois là, c'est du bois. Mais si tu veux, la suie va protéger, va venir imperméabiliser le bois, va le protéger. Comme c'est une suie qui est très sèche, parce que les cheminées sont immenses, donc tu vois, tu peux toucher, ça ne te salit absolument pas les mains. Ouais, c'est vrai. Ça fait un espèce de goudron qui protège. Alors évidemment, si on fait un feu de fou, en 3 minutes, il n'y a plus de chalet. Ouais. Mais c'est pas fait pour ça, c'est Non. un fumoir. Donc ce sont des feux qui sont surtout des fumerolles. Et en fait, fumer le la but, viande. c'est une sorte de garde-manger, hein, parce que la viande fumée se conserve mieux. Voilà, elle se Donc conserve on la très bien. mettait là-haut. On en voit d'ailleurs des jambons accrochés là. C'est les saucissons, le lard, les noix de jambon et tout au sommet les jambons, qui nécessitent beaucoup plus de fumée et une protection totale des insectes. Ça sent bon. Hein. Ça sent la montagne. Ouais, vraiment. Si la taille du chalet n'a pas évolué depuis 300 ans, son intérieur a quant à lui radicalement changé. Un projet fou que celui de transformer une ruine en luxueuse chambre d'hôte. On a peine à imaginer qu'à l'origine, c'était un chalet qui ressemblait à ça. Et si tu vois, c'est le chalet traditionnel d'Alpes, c'est-à-dire tu as 4 murs, un toit et juste la cheminée, la bourne qu'on a vue tout à l'heure. Et alors l'intérieur, ça ressemblait à ça. À l'intérieur, voilà, là, faut Voilà, pas c'est avoir utilitaire, peur quand hein. même. Hein. C'est vraiment de l'utilitaire. Tu as un fourneau, tu as une table de berger, donc la table qui se replie. Tu vois, tu as encore la veste d'ailleurs qui est purement dans le jus de l'époque. Là, on est au début des années 80, fin des années 80, début des années 90. Avec les fameux lits dont je te parlais, les lits dans le paille. Ouais. Voilà dans quoi dormaient vraiment les ancêtres de Haute-Savoie. Mais c'était pour l'époque relativement confortable quand même. Hein. Je te laisse y dormir. Non, pas aujourd'hui, mais pour l'époque. Même à pour un l'époque. chalet d'alpage. Même en 90, c'était quand même assez rudimentaire. Ah, c'était en 90. Là, oui, c'est en mai vrai que- 90. Non, tu mais vois, moi, j'étais au donc, XVIIe siècle là. Au XVIIe siècle, d'accord, mais mai 90, c'est quand même un petit peu hard. C'est incroyable. Et ça a duré combien de temps les travaux? Oh, jusqu'en 96, de 89 à 96. Et c'est toi qui l'as fait ou tu l'as fait faire? Regarde les mains. Elles en sont le témoin. Bien sûr qu'on transpire. On ne peut pas avoir une maison comme celle-ci si on n'est pas passionné, si on n'a pas envie de mettre la main à la pâte et si on ne sait pas à peu près tout faire. Parce que quand tu es au sommet d'une montagne, t'imagines pas pouvoir appeler quelqu'un parce qu'il y a un problème de ci, de là, une fuite, quelque chose. Ça n'existe pas. Tu te démerdes. Des fondations à la toiture, pendant près de 10 ans, Philippe a entrepris avec ténacité un chantier colossal. Une restauration réussie, valorisant à la perfection le patrimoine haut-savoyard. Le seul souci qui était le mien, c'était de respecter le lieu, de respecter sa faune, de respecter sa flore, de respecter l'ambiance architecturale et puis vraiment Ça, c'est le chien, l'esprit ça. de la montagne. Et l'esprit Cet du chien. esprit de montagne. Ça, c'est un Saint-Bernard d'ailleurs. Hein. Viens voir Onyx. C'est un adorable Moi, petit viens voir, moi, Saint-Bernard. ça, il a des grosses pattes. Elle s'appelle Onyx. C'est Ouais. un chien de rêve qui est gentil. Et qui fait qui que est- des bêtises quand même depuis qu'on est là. Non, hein. pas du tout. Si, pas si, du si, tout. si. Non, 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 non. Il Elle a est essayé de pleine me de vie. piquer mon gâteau tout à Ah. l'heure. Hein. Bah tiens, Ouais. tiens ma cocotte. on va Ça, tenter c'est de pas le- bien, ça. Tu le sais en plus. Elle n'en veut pas. Si, quand même. Tu parles, Ouais, tu parles, elle ouais. les connaît. Allez, file. Donc voilà, respect du lieu, respect de l'âme de ce chalet. Donc en fait, l'histoire d'amour entre le chalet et toi, elle tient aussi à ce matériau que tu as vénéré, qui est le bois. Mais quel bois? Moi, je suis né dans un berceau en bois. Je finirai dans un cercueil en bois et je vis dans une maison en bois. Donc oui, je pense que je suis né pour être emmerdé avec le bois toute mon existence. Qu'est-ce qui est merveilleux à Chambord? C'est la pierre. Oui. Et c'est Chambord. Nous, dans nos montagnes, c'est le bois. Pourquoi? Parce qu'on a du bois partout. Il y a du bois de la cave, les murs sont en bois, les planchers sont en bois, les plafonds sont en bois, les toits sont en bois, les tuiles sont en bois, les cheminées sont en bois. Parce qu'il n'y avait rien d'autre. En fait, ce qui a du cachet, c'est quand un habitat est en symbiose avec son environnement. Et respecté avec la tradition Voilà. de sa vallée. Mais que serait un chalet en bois, aussi beau soit-il, sans son décor de rêve, sans la féerie des forêts, sans ses neiges étincelantes, sans la pureté, tout simplement, de la montagne? Alors, nous marchons vers l'un des plus beaux belvédères de la chaîne des Aravis, le très justement nommé plateau de Beauregard. Toi, tu es vraiment très attaché à ce paysage des Aravis. Au paysage, à l'ambiance, aux montagnes, à l'alpage, Ouais. à la vie en général de la montagne. Et on a croisé beaucoup de chalets d'alpage, un peu partout d'ailleurs dans les clairières. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour leur avenir? Avec le réchauffement que l'on subit et que l'on vit de pleine face, surtout dans les Alpes qui se sont réchauffées de quelques degrés, on voit apparaître des nouveautés
comme des insectes xylophages. Et toutes ces valeurs patrimoniales sont menacées. On a un grand risque de les perdre. Ça veut dire que ces chalets ne sont pas destinés à forcément passer encore un siècle, alors qu'ils en ont déjà plusieurs. Ils ont déjà 4 siècles, mais ils sont en très grand danger. C'est juste sublime le paysage là quand même, hein, la chaîne des Aravis. La chaîne des Aravis avec la pointe percée, avec toutes les combes, Pacali, col de Balme, Torchère, Borderan, l'Aiguille. On se retourne, mais regarde, c'est fantastique. T'es très attaché à cette terre, toi. Ah oui, c'est un bonheur inouï et en même temps, c'est un énorme fil à la patte. Ce sont des chênes. C'est-à-dire que c'est difficile de vivre ailleurs. On ne peut pas vivre ailleurs. Tiens, évite pas à venir à mon niveau, sinon t'es trop petite, voilà. Mais vraiment. Ah vraiment? Je vais me mettre en haut, comme ça je serai plus grande que toi. Et il est là. Allez, c'est parti. C'est parti. Et ça vient d'où, ça? C'est un arbre, l'aulne. Ah oui, j'ai Ah, pas... voilà. On va la refaire. Mais Il va passer pour un con, mais à ce point-là, quand même, il faut exagérer.